bonsoir à vous tous, c'est selon l'endroit où vous vous situez sur la planète et vous nous regardez sur LCF également sur www.lcftogo.com, surtout pour la diaspora. Ce nouveau numéro d'un œil sur l'actualité sera consacré en première partie aux journées portes ouvertes que le Conseil national des patrons de presse et quelques organisations de la presse organisent dans la semaine prochaine. Nous évoquerons cela et nous parlerons plus largement de la situation même de la presse togolaise. Nous nous intéresserons aussi à quelques sujets d'actualité, que ce soit sur le plan national comme à l'international. Et puis en seconde partie, j'évoquerai avec d'autres invités le sujet de l'alternative à la peine d'emprisonnement. Pour évoquer ce sujet, je recevrai le directeur exécutif de CEJUS et le professeur Akoda Ayewa, donc, qui est chef du département droit privé à la faculté de droit de l'université de Lomé. Pour la première partie, c'est le président du Conseil national des patrons de presse qui est mon invité, Jean-Paul Agbo-Akoleti. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Je le disais tout à l'heure que le Conseil national des patrons de presse organise avec d'autres associations de journalistes la 3e édition des journées portes ouvertes de la presse. D'abord, on va regarder ce reportage de Julien Obim sur la conférence de presse de lancement de cet événement. Cette conférence lance ainsi les journées portes ouvertes de la presse édition 2016. Initiée par le Conseil national des patrons de presse CONAP, ces JPO ont pour objectif de promouvoir l'image de la presse togolaise et de donner une opportunité au public de s'informer et de découvrir un tas de choses sur le métier de journaliste. Ces JPO ont aussi pour objectif de rassembler les journalistes pour discuter de leur métier sur tous les plans. Au menu de ces journées portes ouvertes, plusieurs activités, notamment les conférences, débats et ateliers. La 3e édition des JPO de la presse est aussi un engagement des professionnels des médias, celui de faire des dons de sang pour sauver des vies. Pendant quasiment une année, nous parlons de ce que les autres font et il était essentiel pour nous de trouver l'opportunité de créer une journée dans l'année où enfin on va parler de nous, où on va montrer aux autres ce que nous faisons, comment nous le faisons et réfléchir ensemble avec eux à comment améliorer notre profession. C'est aussi l'occasion d'engagement de la presse. En termes d'engagement, nous allons cette année faire don de sang au centre de transfusion sanguine dans un élan de solidarité envers tous ceux qui en ont besoin. L'édition 2016 des JPO de la presse est placée sous le thème Médias, laïcité et dialogue interreligieux. Un thème qui va permettre aux journalistes de débattre sur les questions religieuses. Nous traversons un contexte international, mais aussi régional, voire sous-régional, d'insécurité, marqué par le terrorisme, le fondamentalisme religieux. Et dans ce contexte, les médias ont un rôle important à jouer, parce que ils contribuent à cristalliser l'opinion et ils contribuent beaucoup à construire ou à déconstruire le vivre ensemble. Donc nous avons voulu placer les prochaines journées portes ouvertes sous le signe du vivre ensemble, sous le signe de la tolérance, sous le signe du dialogue entre les religions et réfléchir aussi à la place de ces religions dans nos sociétés, dans notre République, et débattre sur la question de la laïcité. La 3e édition des JPO de la presse est prévue du 15 au 17 décembre 2016 sur le site Agora Senghor. Ça, c'était la conférence de presse qui annonçait l'événement. Et puis le sujet, il y a un autre sujet qui a beaucoup intéressé aussi les internautes, c'est celui relatif aux recommandations des États généraux de la presse. Jean-Paul Agbo, dans le courant de cette émission, je vous poserai les questions des internautes via Facebook. D'abord, on vient d'évoquer les journées portes ouvertes, 3e édition. Dites-nous, quel est un peu l'objectif de cette manifestation-là qui devient maintenant annuelle? Alors cet événement a pour ambition de promouvoir, de valoriser le travail des médias, le travail des journalistes, de permettre aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs d'aller à la découverte
ou à la redécouverte de la presse dans sa diversité, dans sa pluralité. Il nous a semblé au Conseil national des patrons de presse depuis 2014 qu'une fois dans l'année, il faut que nous nous retrouvions entre nous, entre professionnels des médias, pour penser notre métier, réfléchir ensemble aux perspectives, et puis dans une synergie d'action, discuter avec ceux qui nous suivent, que ce soit à travers des émissions, à travers nos productions dans la presse écrite, échanger avec eux. Et puis aussi, c'est l'un des objectifs, nous engager dans une cause que nous considérons comme d'intérêt public. Nous l'avons fait par exemple l'année dernière autour des ODD. Aujourd'hui, pour cette édition, il s'agit essentiellement du vivre ensemble pour lequel nous nous engageons, et donc qui fait partie enfin qui est le thème central de cette troisième édition. On va évoquer ça tout à l'heure, mais on suppose que si vous êtes à l'acte 3 aujourd'hui, les deux actes qui se sont déroulés en 2014 et en 2015, vous pouvez en faire un bilan aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a apporté de concret? Alors, bilan positif en termes j'allais dire, de participation, de mobilisation et d'intérêt que ça a suscité. Ça nous a permis d'échanger entre professionnels des médias sur toute une série de questions. Comme je l'ai dit aussi l'année dernière, par exemple, ça nous a permis de nous mobiliser autour des ODD. L'objectif, c'est d'installer durablement cet événement dans l'agenda médiatique togolais. Nous nous y attelons, et l'intérêt suscité par l'événement, au-delà même des professionnels des médias, démontre que cet événement avait sa place dans l'agenda médiatique. Pour une fois dans l'année, comme j'ai l'habitude de le dire, parler de nous. Nous passons les 364 jours à parler des autres, de ce que les autres font. Il est important aussi qu'au moins 1 ou 2 jours dans l'année, nous parlons de nous. Nous discutons avec les autres du travail que nous faisons, de ce qu'ils en pensent, des améliorations à apporter. Et puis aussi, il y a des sujets importants. On va en parler, par exemple, au cours de la troisième édition, la question de la liberté de la presse en face de la liberté religieuse, la question des nouveaux médias, quel impact ces nouveaux médias, enfin ce qu'on appelle généralement nouveaux médias, ou considérés comme tels, Facebook, etc., en quoi ça influence aujourd'hui les lignes éditoriales, en quoi ça a un impact sur le travail journalistique classique, traditionnel. Donc voilà les motivations qui sous-tendent l'organisation de ces journées portes ouvertes, et après 2 éditions, nous avons l'impression que c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, y compris dans l'opinion. Mais est-ce que ça va être une activité, comment dire, entre journalistes, ou bien c'est ouvert? Non, c'est ouvert, parce que l'objectif, le deuxième objectif, au-delà de parler de nous entre nous, c'est aussi de nous ouvrir aux autres, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle journée porte ouverte. Donc il s'agit de permettre à l'opinion de découvrir, de redécouvrir la presse. Lorsque nous faisons par exemple l'exposition des journaux qui ont existé au Togo depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est justement pour permettre aux gens de redécouvrir des journaux qui aujourd'hui peut-être ont disparu et dont nous avons les archives. Lorsque nous faisons des initiations à la caricature, au photojournalisme ou même à l'écriture journalistique, c'est pour permettre peut-être aux étudiants, mais à de simples Togolais qui s'intéressent à la question du journalisme, de venir découvrir un peu ce que nous faisons. À la première édition, par exemple, nous avons fait en direct une conférence de rédaction. On a simulé une conférence de rédaction pour permettre aux gens de découvrir comment s'organise tout le processus qui aboutit à un journal télévisé, à un article dans un journal papier. Donc voilà un peu la démarche qui est la nôtre et qui est essentiellement de s'ouvrir aux autres, mais aussi, je l'ai dit, de nous engager
pour une cause d'intérêt public. Alors, vous avez dit dans votre développement à l'instant que l'idée, c'est quand même d'en faire un événement annuel. On en est là à la 3e édition, mais on peut considérer que ça fait partie des innovations que vous, Jean-Paul Agbo, avez apportées lorsque vous êtes devenu président du CONAP. Est-ce que vous êtes certain que ça va vous survivre? Non, l'initiative des journées portes ouvertes est une initiative du bureau élu en 2014. C'est pas une initiative personnelle. La preuve, vous avez vu que tout le bureau, au-delà du bureau, tout le monde s'est impliqué. Et vous avez vu aussi le caractère inclusif de ces journées, parce que ce n'est pas simplement le CONAP qui l'organise, c'est ensemble avec, j'allais dire, la quasi-totalité, à quelques exceptions près, des organisations de presse dans notre pays. Donc, il y a une volonté commune de faire de cet événement un événement important, inscrit durablement dans l'agenda médiatique. Après, il y a aussi la question de volonté, et puis aussi la question de ressources, parce que si l'événement doit continuer à vivre, il faut davantage de ressources, ressources humaines, ceux qui s'impliquent dans l'organisation, mais aussi ressources financières des partenaires, des sponsors. Donc, je pense qu'à partir du moment où on continuera à convaincre les partenaires, les sponsors, que ce que nous faisons est d'intérêt et ce que nous faisons est plutôt sérieux, je crois qu'ils vont continuer à nous suivre et le projet est destiné à être pérenne. D'accord. Alors, cette 3e édition, elle est placée sous le thème « Médias, laïcité, dialogue interreligieux au Togo ». Pourquoi ce thème? C'est à cause des événements qui se passent dans le monde? Bien sûr, ce thème nous a semblé, nous est venu naturellement à cause du contexte international, de l'environnement régional, sous-régional. Vous savez que depuis un certain nombre d'années maintenant, des gens commettent des actes ignobles au nom d'une religion qui est fondamentalement une religion de paix. Et Dieu merci, on n'en a pas encore été victime, et on touche du bois pour qu'on ne le soit jamais. Mais il nous a semblé intéressant de nous interroger sur la place de la religion dans nos sociétés, le rapport que ces religions peuvent avoir avec l'État, avec la République, et comment faire en sorte que ces religions promeuvent le vivre ensemble et continuent à faire en sorte que nous vivions dans une, j'allais dire, dans une relation pacifique dans le pays. Nous sommes journalistes, nous sommes professionnels de la communication. Nous avons aussi notre rôle à jouer pour préserver cet acquis qui est aujourd'hui le vivre ensemble, l'ambiance pacifique qui règne dans notre pays. Donc, nous avons voulu réunir les acteurs religieux, mais au-delà des acteurs religieux, différentes couches de la société pour réfléchir ensemble à comment préserver cet acquis et comment continuer à enseigner peut-être aux générations les fondamentaux des grandes religions qui sont d'abord des religions de paix. Alors vous l'avez dit, hein, quelqu'un peut se demander, mais c'est pas un sujet qui nous concerne, puisque nous, on l'entend, ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, notamment la France et tout, mais nous, pour le moment, on est à l'abri. Pourquoi maintenant commencer par parler d'une question qui ne se fait pas voir? Oui, jusqu'à la veille de l'attentat en Côte d'Ivoire, il disait aussi que ça ne les concernait pas. Non, c'est une question d'actualité. Ça se passe chez le voisin, pas encore chez nous. Encore une fois, on touche du bois que ce soit toujours le cas, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire preuve de pédagogie, de sensibilisation et d'explication, parce que c'est le détournement ou la mauvaise compréhension finalement de la religion, entre autres, parce qu'il y a d'autres paramètres, d'autres dimensions au terrorisme qui peuvent expliquer ce qui se passe. Donc, il n'est pas inutile de discuter autour de la question religieuse, de la place de la religion dans notre pays, encore une fois, pour continuer à préserver cet acquis qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la coexistence pacifique entre les religions. Quand dans le thème on parle de médias,
laïcité, dialogue interreligieux. Le volet média dans ce jeu-là, c'est lequel? Le volet média, c'est comment les médias peuvent effectivement contribuer à préserver cet acquis, contribuer à faire la promotion du vivre ensemble et de la coexistence pacifique entre les religions. Donc ça va être ça notre rôle, et nous souhaitons que les confrères qui vont participer aux différentes tables rondes puissent s'approprier de la question. C'est pour ça que nous avons invité des intervenants d'un certain niveau pour permettre aux uns aux autres d'être outillés sur la question. Mais quand vous en parlez comme ça, c'est-à-dire vous avez en ligne de mire Charlie Hebdo? Oui, Charlie Hebdo fait justement partie d'un panel spécifique que nous organisons. Il s'agit de se poser la question, est-ce que la liberté d'expression autorise tout? Est-ce que lorsque cette liberté, dans son exercice, heurte certaines croyances religieuses, où se situe l'équilibre? Est-ce qu'on doit tout écrire, on doit tout dessiner, etc.? On se posera la question. Nous n'avons pas de position de principe. C'est pour ça que nous avons invité un certain nombre d'intervenants de haut niveau pour que chacun puisse s'exprimer et que derrière, il y ait un débat sur la question. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il y a, au cours de ces 3 jours, plusieurs activités, des panels, des conférences. Vous pouvez un peu brosser les grandes activités qu'il y a au menu? Alors, ça commence le 15. Ça commence dans la matinée du 15 et on ouvre avec une table ronde autour d'un terme de sujet qui est d'actualité, dont je parlais tout à l'heure. C'est aujourd'hui la place des nouveaux médias. Comment influence-t-il le travail quotidien que nous faisons de façon traditionnelle? Donc, réseaux Facebook, les plateformes WhatsApp, etc. Donc, nous avons invité des blogueurs, des gens qui ont l'habitude de ce genre de choses. Et puis aussi poser la question de la responsabilité de ceux qui publient le contenu de ces réseaux sociaux, puisque il n'y a pas de réglementation en la matière. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est la jungle? Est-ce qu'on peut tout écrire, tout dire, etc. Donc on va s'interroger. C'est la première table ronde. La deuxième, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure autour de la question de la religion, la part de la religion, qui va se décliner en plusieurs panels: République, laïcité, religion, État, liberté religieuse, liberté d'expression. Et puis aussi, on va aborder un thème qui nous est spécifique au niveau de la presse, qui est ce que nous appelons vulgairement le communiqué final. Par exemple, on va s'interroger sur est-ce que ça correspond à l'éthique, à la déontologie de notre métier, comment y mettre fin, etc. Donc, je cite un peu le thème de certains panels. Et puis, l'exposition traditionnelle, on en a parlé également, l'exposition des journaux depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais également, entre autres activités, le Médiatour que nous avons initié l'année dernière et qui permet de faire un peu la visite, d'aller à la découverte des rédactions, que ce soit la presse écrite ou les médias audiovisuels, et puis aussi des institutions de régulation type HAC, d'autorégulation comme l'OTM. Le vendredi, nous consacrons cette journée à ce que nous appelons la journée de solidarité, et nous appelons les confrères, mais au-delà des confrères aussi, toute la population à venir faire don de sang. Le sang, c'est la vie, et c'est lorsqu'on a confronté dans sa vie, justement, qu'on se rend compte de l'importance du don. Donc, nous convions toute la population à venir faire don de sang. Et ce don sera couplé à d'autres choses comme le dépistage de diabète, de l'hypertension, etc. Sur l'aspect récréatif, on va dire, il y a 2 matchs de foot qui sont prévus. Il y a un match le samedi contre les forces armées togolaises, qui sera un peu la belle des 2 matchs qu'on avait déjà organisés contre eux.
Le premier match, nous avons gagné. Le deuxième, ils ont pris leur revanche. Donc, c'est la belle. Le deuxième match va opposer les journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne aux journalistes des médias audiovisuels. Et la soirée sera clôturée samedi par un dîner qui est dédié aux partenaires, ceux qui, depuis des années, accompagnent la presse, ceux qui, depuis des années, contribuent au développement de la presse dans notre pays. Il s'agit de la célébrer, mais aussi de discuter avec eux pour qu'ils soient davantage plus présents. On va parler peut-être de l'état de la presse dans notre pays. On a besoin de partenaires, on a besoin de sponsors, on a besoin surtout d'annonceurs, parce que sans annonceurs, on ne peut pas avoir une presse forte dans notre pays, une presse dynamique. Donc on va discuter avec eux au cours de cette soirée. Alors toutes ces activités, hormis peut-être la soirée du samedi, tous les 2 jours sont ouverts au public? Oui, tous les 2 jours sont ouverts au public. L'accès est libre. Ce sera où? Et gratuit. C'est sur le site de la Blue Zone à Kakaveli, derrière le marché de Kakaveli. Donc tous les jours, à partir de 6h30, 7h, le public est invité à venir faire un tour, à assister par exemple aux émissions radio en live qui vont se dérouler, à visiter les expositions ou à participer aux conférences débats qui sont d'accès libre. C'est simplement la soirée qui est sur invitation. Le Médiatour aussi est ouvert ou bien c'est... Oui, le Médiatour aussi est ouvert. Dès demain, nous allons publier un certain nombre de numéros sur lesquels il faudra s'inscrire, puisqu'il y a des circuits. Donc chacun pourra, en fonction de ses intérêts, s'inscrire, choisir le circuit qui l'intéresse. Alors on l'a dit, hein, ces journées portes ouvertes sont l'occasion de mettre les projecteurs sur la presse togolaise elle-même, de voir un peu le travail des journalistes au quotidien, de découvrir les publications, mais aussi le matériel. Hein. Il y a ça, les vieux matériels qui ont été utilisés dans le temps jusqu'à nos jours. Alors, quand on parle de la presse togolaise aujourd'hui, Jean-Paul Abo, dans quel état se trouve-t-elle? C'est vrai, c'est une question bateau, comme on le dit, mais... La question peut être vue sur plusieurs aspects. Si on prend la presse dans son cadre, j'allais dire, normatif, la presse togolaise se porte plutôt bien, mis à part l'épisode, j'allais dire, malheureux de l'article 497 du nouveau code pénal, le cadre dans lequel nous exerçons notre métier est plutôt libéral. On a l'habitude de dire que c'est l'un des cas les plus libéraux de la région africaine. Donc nous avons le cadre pour faire de façon libre et de façon professionnelle notre métier. Maintenant, au-delà du cadre, il y a d'autres facteurs. Lorsque nous prenons la question de la structuration des organes de presse, les organes de presse, parce que ça s'explique aussi par l'histoire de l'avènement de la presse privée dans notre pays. Il y a beaucoup de journaux qui sont encore dans l'informel. Or, lorsque vous évoluez dans l'informel, il vous est très difficile de vous insérer dans le tissu socio-économique de notre pays, d'avoir accès à des ressources, y compris des annonceurs, et puis tout simplement d'évoluer de façon, j'allais dire, linéaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a l'OTR qui poursuit, si je peux m'exprimer ainsi, les entreprises pour le recouvrement d'impôts. Donc, la question de la structuration des entreprises leur permettant de mieux s'insérer dans le tissu socio-économique, la question aussi du statut, et ça aussi c'est très important, du statut même de journaliste. On ne peut pas continuer à être la seule profession où n'importe qui du jour au lendemain, n'importe qui... Quand on ne trouve rien à faire, ils prennent juste un portable, ils vont sur les lieux de reportage. Exactement, et la plupart viennent là-dedans par effraction et non par ambition, par passion, etc. Donc il faut nécessairement arriver à redéfinir le statut de journaliste et à poser un cadre qui permette à ceux
qui ont choisi vraiment ce métier, qui tous les matins se lèvent, se battent avec très peu de moyens, parce qu'il faut le reconnaître, c'est pas une profession qui nourrit son homme, mais il y a beaucoup de confrères qui, avec très peu de moyens, s'impliquent, se battent tous les jours pour faire correctement leur travail. Donc ceux-là, il faut les encourager en faisant en sorte que ceux qui viennent par réfraction, comme je dis, soient rejetés, et qu'on assainisse davantage la corporation, parce que c'est eux qui salissent finalement l'image de la presse. Ça aussi, ça va dépendre de l'organisation interne à la presse. Bien sûr, bien sûr. Je suis en train d'écrire l'état dans lequel la presse est aujourd'hui. Et puis aussi la question des ressources. Ça rejoint peut-être la question de la structuration. La presse togolaise a besoin davantage de ressources. C'est pour ça que nous organisons la nuit des partenaires. Il faut que les partenaires arrivent davantage dans la presse. Ça dépendra aussi de l'assainissement que nous arriverons à faire de notre corporation, mais aussi du professionnalisme dont nous ferons preuve. Parce qu'il y a très peu d'investisseurs qui viendraient investir dans quelque chose qui ressemble à de l'anarchie, à de la jungle. Donc, il faut assainir et faire en sorte d'attirer davantage d'investisseurs et d'annonceurs. Et donc, générer davantage de ressources pour la presse, pour régler la question, par exemple, de la convention collective, des journalistes qui travaillent à la fin du mois qui ne sont pas payés ou très peu payés, etc. Donc, si on a davantage de ressources dans la presse, je crois que toutes ces questions vont être réglées. Je finirai sur l'état de l'aide de l'État à la presse, qui est à 100 millions aujourd'hui, qui est, j'allais dire, un scandale. On ne peut pas continuer à vouloir aider la presse avec ce niveau de subvention. C'est très faible. Il ne s'agit pas non plus d'apporter simplement du cash aux journaux, mais il faut repenser même l'aide de telle sorte pour promouvoir le professionnalisme, pour promouvoir la formation et pour aider les organes à s'équiper. Et donc tout cela nécessite beaucoup de moyens. Nous allons en parler lors de ces journées portes ouvertes et réfléchir à comment faire en sorte que on puisse créer une caisse qui ne pèse pas, qui ne grève pas le budget, et réfléchir à des formules qui permettent de financer la presse, parce que encore une fois, les 100 millions de francs pour une centaine de journaux aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Alors, j'en viens maintenant aux questions des internautes. Il y a Paul Amegakpo, qui est l'ancien directeur exécutif de la CNSC Togo, qui est maintenant le représentant résident du NDI en Centrafrique, qui suit régulièrement cette émission. Merci à lui au passage. Il dit EPU, c'est-à-dire Examen périodique universel, liberté d'expression et de la presse, et l'implication du CONAP dans le suivi des engagements pris par le Togo à Genève cette année. Demande qu'est-ce que la presse fait sur ces sujets-là. C'est bon, c'est une question qui est dans son domaine. Bon, je vais juste rappeler que d'abord, en principe, le CONAP est une organisation patronale de défense des intérêts moraux, matériels de ses membres. Donc nous ne nous substituons pas aux organes à leur ligne éditoriale. Dans le CONAP, vous avez plusieurs lignes éditoriales qui cohabitent et chacun fait selon cette ligne. Donc nous n'avons pas non plus pour ambition de nous substituer à des organisations thématiques de la presse. Nous avons des réseaux de journalistes sur les droits de l'homme, nous avons des organisations de ce type qui répondent mieux à la question qui est posée. Ce que je peux assurer à celui qui a posé la question, c'est que lorsqu'on parcourt la presse togolaise, on se rend compte que ce sujet fait partie des questions qui sont suivies au quotidien. La question des droits de l'homme, la presse la porte au quotidien. La presse est au devant de cette question et donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport au suivi qui peut être fait
de tous ces engagements qui ont été pris notamment à Genève la dernière fois. Herméric Péché, première question. Aujourd'hui, est-ce que la presse togolaise peut se vanter d'être libre? Je l'ai dit dans mon développement tout à l'heure, la presse togolaise est libre lorsqu'on prend en compte le cadre normatif. Nous avons un code de la presse très libéral, certains diront trop libéral, mais très libéral, qui permet d'exercer de façon libre, indépendante et sans obstacle le métier. Maintenant, la liberté a un coût. Lorsque je dis, par exemple, que on a besoin davantage de ressources, qu'on a besoin davantage d'annonceurs, etc., il sera très difficile pour des journalistes qui vont sur le terrain, qui vont réaliser un certain nombre d'enquêtes et qui n'en ont pas les moyens financiers de prétendre à être véritablement libres. Donc, la liberté a un coût et il appartient aussi aux lecteurs, aux téléspectateurs aussi, de contribuer à aider la presse à devenir véritablement libre en achetant les journaux. Lorsque les gens achètent un journal au lieu de simplement le lire, les photocopient les articles et se les partagent dans leur bureau, ils ne contribuent pas à la promotion d'une presse libre. Donc, c'est un ensemble, une presse libre, oui, en principe, mais pour véritablement profiter de cette liberté, il faut aussi d'autres réalités. Sa deuxième question, j'avoue que je ne la comprends pas trop bien parce qu'il a abrégé un certain nombre de choses. Quel rôle joue exactement le CONAP quand les journalistes heurtent un rôle dignitaire qui s'est laissé découvrir? Bon, je ne comprends pas cette partie, mais j'imagine que c'est quand on tacle une autre personnalité, etc. Non, je crois que là aussi, il faut préciser les choses. Encore une fois, le Conseil national des patrons de presse, c'est, j'ai dit, une organisation syndicale des patrons de presse pour la défense de leurs intérêts. Sur ce genre de questions, il y a l'Observatoire togolais des médias, qui est le tribunal des pairs, qui connaît de ces questions. Ou alors, il y a la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est l'organe de régulation de la presse togolaise et qui peut intervenir sur ce genre de questions, ou alors, à défaut des deux, simplement le tribunal pour régler cette question. Donc, il n'est pas dans le rôle du Conseil national des patrons de presse d'interpeller les journalistes, les organes, les journaux qui publient un article qui heurterait la déontologie, il nous souvient, Jean-Paul Agbo, qu'à un moment donné, vous n'étiez pas encore patron du CONAP à l'époque. Le CONAP a dû intervenir auprès du chef de l'État, par exemple, qui a porté plainte parce que certains journaux étaient entrés carrément dans beaucoup de dérives. Le chef de l'État a porté plainte. Le CONAP a dû intervenir pour que le chef de l'État retire sa plainte. Oui, là, le CONAP est dans son rôle. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, le CONAP n'a pas dit que ce qui a été écrit est contraire à la déontologie et tout ça. C'est le rôle de l'OTM. Mais le CONAP, considérant qu'un de ses membres doit faire face à une situation de plainte et pouvant se retrouver au tribunal avec une condamnation, est dans son rôle d'intervenir, de faire du lobbying, de faire, en tout cas, d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour justement défendre les intérêts de ce membre. Donc, puisque c'est le fondement même de l'existence du CONAP, qui est la défense des intérêts de ses membres. Et l'homme, Konouché, dit: bonjour Monsieur Jean-Paul Agbo, quels sont les résultats ou les progressions obtenues par rapport à l'ensemble de la presse togolaise depuis votre prise de fonction? C'est très difficile de parler de soi, de bilan. Nous avons fait, ça fait 2 ans que nous sommes là, nous avons fait un bilan la dernière fois, dès notre arrivée. Nous avons participé, par exemple, aux États généraux. Nous avons fait le lobbying pour que l'aide de l'État à la presse soit augmentée. Nous n'étions pas les seuls, il y a eu d'autres. C'est un travail qui a commencé avant nous et qui se poursuit. On n'a pas atteint aujourd'hui les 500 millions voulus, mais on a quand même
obtenu 100 millions. Mais dites, Jean-Paul, sur ce sujet-là, est-ce que vous ne pensez pas que la presse elle-même se tire une balle dans la tête, dans les pieds quelquefois, parce que l'ancien ministre de l'économie nous a confié qu'à un moment donné, le chef de l'État a voulu relever l'aide de l'État à la presse à 350 millions et que le lendemain, dans les parutions, les journaux disent « Ah tiens, le président de la République veut nous acheter, il veut faire ci » et du coup, il a dit « Bon, ok, je les laisse à 75 millions. Bon, heureusement, maintenant, on est à 100 millions. » Non, je crois que s'il y a une volonté d'augmenter l'aide de l'État à la presse, et cette volonté doit exister, puisque encore une fois, on a besoin de cette aide, non pas pour faire vivre nos organes, parce que lorsque vous créez une entreprise, vous n'attendez pas de l'aide de l'État pour la faire vivre. Mais puisque nous faisons œuvre d'intérêt public, on a besoin donc de cette aide. Mais s'il y a une volonté d'augmenter cette aide, ce que dit la presse ne doit pas avoir d'impact sur la presse. Encore une fois, doit être libre, indépendante, elle doit avoir le droit de dire ce qu'elle veut. Et c'est justement si on recule, parce que la presse dit qu'on veut l'acheter, c'est peut-être la démonstration que la démarche, c'est justement de l'acheter. Donc on doit pouvoir faire fi de ce que dit la presse et s'inscrire dans une démarche qui est d'aider la presse à davantage se professionnaliser. Arafat Afouane qui dit plus de 2 ans après les états généraux de la presse, que font les organisations de presse et plus précisément le CONAP en vue de voir se réaliser les recommandations sorties de cette rencontre? Non, c'est une véritable question parce que effectivement, ça fait 2 ans que nous avons tenu la même question est posée par Edem Komi Dometi. Oui, ça fait 2 ans que nous avons organisé ces états généraux et il y a eu beaucoup d'espoir suscité au sortir de ces états généraux, beaucoup de bonnes recommandations. Depuis, on dirait que tout est dans les placards. Nous avons rencontré les autorités plusieurs fois, que ce soit l'ancien ministre, le nouveau ministre, les responsables de la HAC, pour voir qu'est-ce qu'on fait finalement de ces recommandations. Au bout, il a été mis en place un comité de suivi qui a eu du mal à commencer ses travaux et qui finalement a pu débuter ses travaux avec à sa tête l'ancien vice-président de la HAC et depuis plus rien. Et donc c'est une grande déception pour l'ensemble de la presse d'avoir passé autant de temps à palimer et d'avoir fait sortir des recommandations de cette qualité qu'aujourd'hui on en est encore à se poser la question de leur mise en application. Edem Komi Dometi pose une deuxième question. On constate une guerre froide entre le CONAP et le PPT. Le PPT, je rappelle que c'est le patronat de la presse togolaise. À quand la fin de cette guerre? Personnellement, je n'ai pas spécialement l'impression d'être en guerre avec qui que ce soit. Nous sommes à la tête d'une organisation de près de 80 membres qui regroupe les médias de Lomé jusqu'à Sikassé, tous les types de médias, radio, télé, etc. Et l'une de nos obligations, ça fait partie de notre feuille de route, c'est de faire en sorte que la presse, en son contenu, soit améliorée et puis faire en sorte que on améliore plus généralement les conditions d'exercice de notre profession. C'est à ça que nous nous attelons au quotidien, en initiant des projets, en initiant des actions, mais aussi avec la volonté d'inclusion. Si vous vous rappelez, dès que nous sommes arrivés, quand il s'est agi des états généraux, nous avons présenté une plateforme. Et pour élaborer cette plateforme, nous avons écrit à toutes les organisations pour faire une démarche inclusive, pour impulser une dynamique unitaire. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont jointes à nous pour élaborer la plateforme. Donc, la plateforme que le CONAP a
a fait voilà à ses états généraux. C'est une plateforme unitaire avec beaucoup d'organisations. On en a parlé aussi avec les journées portes ouvertes. C'est une démarche inclusive. Toutes nos actions sont placées sous le sceau de l'inclusion et de la volonté d'unité, etc. Donc, nous ne sommes en guerre avec personne. Et après, on est dans une communauté humaine. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des inimitiés entre des individus, mais l'organisation que nous présidons ne peut pas se permettre de se mettre à un niveau de guerre, alors que la question, les enjeux qui nous sont posés sont importants, sont urgents, sont graves, et on ne peut pas dépenser notre énergie dans ce que on appelle alors, mais il continue toujours sa question, hein, Marc Dometti. Il dit, Monsieur Jean-Paul, constate-t-il avec moi que les journaux membres du CONAP et ceux membres du PPT sont systématiquement défenseurs et dénonciateurs de l'action gouvernementale? C'est-à-dire, pour lui, il range les journaux membres du CONAP dans ceux défenseurs de l'action gouvernementale et ceux du PPT dénonciateurs de l'action gouvernementale. Non, c'est une vision caricaturale de ce qu'est le CONAP. Je rappelle que le CONAP est né en 2007 et que en 2007, c'est tous les organes de presse qui étaient membres du CONAP. Lorsque nous avons hérité en 2014 de la présidence, entre-temps, il y a certains journaux qui sont partis. Donc le CONAP n'est pas né sur la base de la réunion, de la proximité, de lignes éditoriales. Non, il s'agit de, pour utiliser une expression triviale, on a fait le constat que l'union fait la force. Et que si tous les journaux se mettaient ensemble, on peut davantage peser sur la politique publique, peser davantage pour amener des ressources dans la corporation. Donc, voilà l'objectif de la création du CONAP. Certains sont partis et ceux qui sont restés n'ont pas comme ligne éditoriale que la défense, comme il le dit, je ne veux pas citer de journaux, mais quand vous prenez qui est d'ailleurs membre du bureau, quand vous prenez SICA, lorsque celui qui pose la question l'ISICA, je ne sais pas s'il a l'impression que SICA défend le gouvernement. Lorsque vous prenez un journal comme La Dépêche, je n'ai pas spécialement l'impression que le Premier ministre soit l'ami intime du directeur de publication de La Dépêche. Lorsque vous prenez Fraternité, je ne pense pas que à chaque page, vous lisez des louanges à la gloire de Faure Gnassingbé. Donc, c'est juste pour dire que nous n'avons pas de ligne éditoriale comme critère d'adhésion au CONAP. Non, vous êtes patron de presse, quelle que soit votre ligne éditoriale, vous adhérez parce que l'objectif, ce n'est pas de défendre un pouvoir politique ou un pouvoir un parti politique, mais c'est d'abord de défendre nos intérêts. Donc, quelle que soit votre ligne éditoriale, nous avons des intérêts en commun. Lorsqu'on parle de messagerie, que vous soutenez le gouvernement, que vous critiquez le gouvernement, vous avez besoin de messagerie. Lorsqu'on parle de faire venir davantage d'annonceurs, peu importe votre ligne éditoriale, tout le monde a besoin d'annonceurs. Exactement. Donc, lorsqu'on dit qu'il est important d'assainir la profession pour que n'importe qui ne se dise journaliste et que le menuisier du quartier le lendemain se transforme en journaliste, ça va dans l'intérêt de tout le monde, peu importe la ligne éditoriale. Donc c'est une vue caricaturale de ce qu'est le CONAP, de ce qu'est le PPT. Je sais que c'est assez disséminé dans l'opinion, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, Jean-Paul Agbon va parler un peu de l'actualité. L'actualité oblige, on va évoquer le Ghana d'abord. Le Ghana où les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été communiqués. C'est, je ne vais pas dire à la surprise, mais l'opposant, le chef de file de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a remporté cette élection et le président sortant, John Dramani Mahama, a reconnu sa défaite.
ce pays démontre encore que l'ancrage démocratique est véritable là-bas. Oui, c'est l'une des plus vieilles démocraties en Afrique. Et à chaque élection, elle consolide cette démocratie, elle consolide cette image-là. Parce que au-delà même de la question électorale, la démocratie, c'est d'autres dimensions. Et sur ces dimensions aussi, le Ghana est plutôt exemplaire en Afrique. Les élections se sont déroulées dans un climat parfois tendu, très nerveux, parce que le président élu était dans son ultime tentative. C'était sa 3e, à 72 ans, c'était, j'allais dire, cette fois-ci, oui, c'était maintenant ou jamais. Donc, ça a un peu tendu la campagne, avec des paroles parfois très très violentes, très véhémentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le peuple souverain s'est prononcé, on a relégué au second plan l'ambiance de la campagne, les ressentiments, et puis aussi le fair play tout ghanéen a refait surface, et puis donc le perdant a reconnu sa défaite. Mais ça montre aussi qu'on peut organiser des élections et les perdre. Oui, bien sûr, on peut organiser des élections. On va peut-être revenir sur le cas gambien, mais on peut organiser des élections et les perdre. C'est pas la première fois dans d'autres pays, notamment au Bénin. Des présidents sortants ont perdu, je parle de Nicéphore Sogolo, ont perdu les élections. Il faut dire qu'au Ghana, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Il y a une commission qui est là, dont le président est là à vie d'ailleurs, qui organise les élections, mais c'est une commission technique, au contraire de ce que nous connaissons ici. Donc, lorsque vous prenez le Sénégal aussi, le président sortant, là pour le coup, c'est le gouvernement qui organise les élections, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de CENI. Et le président sortant a organisé des élections qu'il a perdues au profit de Macky Sall. Donc en fait, c'est une question de confiance entre les acteurs, et puis aussi une question de bonne foi entre les acteurs, que les perdants reconnaissent qu'ils ont perdu, et puis que on laisse la place aux gagnants pour qu'ils fassent ses preuves, et à l'issue de laquelle le peuple souverain s'exprimera de nouveau. Et puis, il y a aussi le cas de la Gambie qui avait réjoui tout le monde, parce que Yaya Jammeh, qui a organisé les élections, qui les a perdues, et qui, à la surprise générale, a reconnu sa défaite, a félicité le vainqueur, a dit qu'il y aura une transition assez pacifique pour qu'il passe le pouvoir, et patatras, monsieur veut reprendre sa chose. Oui, c'est une double surprise, parce que reconnaître sa défaite, ça a surpris tout le monde. Moi, je peux dire que jusqu'à ce jour, j'arrive pas à comprendre, à avoir les éléments qui permettraient de comprendre le cheminement de Yaya Jammeh qui a abouti à la reconnaissance de sa défaite. Connaissant le personnage plutôt fantasque qui a la même mise sur la Gambie. Quand on dit la même mise, ce n'est pas simplement en termes d'absence de liberté de presse, absence de liberté d'expression, la mise en prison de ses opposants, etc. Non, il a la même mise, y compris économique. Il y a beaucoup de terrain, le foncier c'est à son nom, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Il prend même pas la peine de le faire sous un prêtre, non, presque la Gambie lui appartient. Et il a véritablement la même mise sur le pays. Et ce fut une véritable surprise qu'il ait accepté aussi facilement et aussi rapidement sa défaite, avec la mise en scène de cet appel adressé aux gagnants. Mais moi, j'ai des amis qui me disaient, qui connaissent un peu la Gambie, qui me disaient que tant que le nouveau président n'aura pas prêté serment, tant qu'il n'aura pas exercé effectivement le pouvoir pendant quelques mois, eux, ils auront du mal à croire que Yaya Jammeh ait accepté sa défaite, que forcément il y a quelque chose qui se prépare, ou il a préparé quelque chose, que c'est trop simple, et que ça ne correspondait pas au personnage. Et donc,
vendredi, on a découvert que en réalité, c'est un personnage unique, mais simplement, je crois que c'est une situation très difficile qui pourra tenir. D'abord, on ne peut pas lui dénier, c'est vrai, le droit de contester les résultats. Il a le droit, s'il estime que quelques jours plus tard, qu'il y a des irrégularités qui se sont produites. Même aux États-Unis, on a commencé à contester les résultats, à vouloir recompter avant que la somme exigée pour continuer ait découragé la candidate écologiste plutôt. Donc il a parfaitement le droit de contester les résultats, sauf qu'il doit le faire dans les délais. Je ne sais pas s'il est toujours dans les délais. Et puis surtout, il peut pas... Non, il a dit qu'il ne saisira pas le conseil. Il demande que les élections soient annulées. Il ne peut pas juger parti. C'est-à-dire, s'il a le droit de contester, il ne peut pas contester et en même temps rendre lui-même le verdict en disant que mes contestations sont fondées et que c'est... Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu la commission électorale qui lui donne raison? Parce qu'on fait une élection, vous dites qu'il y a 60 000 voix d'écart entre les deux. Quelques jours après, vous dites que non, c'est finalement 20 000 voix d'écart. Qu'il y a eu des erreurs. Mais la commission a bien précisé que les erreurs constatées ne remettent pas en cause. C'est vrai que ça trouble un peu. Mais encore une fois, il était l'un des candidats. Il est l'un des acteurs, il est l'une des parties à ce processus. Il ne peut pas s'adjuger le droit de contester et de rendre une décision, même si la commission a commis des erreurs, c'est pas à lui de trancher. Je pense que c'est trop tard et ça va lui être très difficile de tenir cette position. Je crois que la Gambie... mais le connaissant, il ne cède pas aussi aux pressions de la communauté internationale. Oui, mais cette fois, ça va être beaucoup plus forte. La Gambie entre dans une zone de turbulence. Je ne sais pas, encore une fois, comment tout ça va finir. Mais ce ne serait plus jamais comme avant. Parce que lui-même, il a reconnu. Personne ne l'a obligé à reconnaître sa défaite. Lui-même, il a reconnu. Et ça va lui être très difficile aujourd'hui d'expliquer qu'il est légitime à continuer à diriger la Gambie. Alors voilà le Ghana qui a fait une élection. Un président en exercice a perdu. Son opposant prend le pouvoir. Même quoi qu'on dise en Gambie, les gens, les Togolais surtout, ont été très fiers de voir cela et se sont dit à quand notre tour au Togo? À quand notre tour, oui, c'est vrai que j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu tout ce que ça a suscité, les débats. Il y a plusieurs dimensions à ce débat. La dimension à quand notre tour exprime aussi ce souhait, cette volonté d'une partie de nos compatriotes d'alternance. On a connu Feu Gnassingbé Eyadema pendant longtemps, il y a eu l'époque du parti unique, mais qui a gagné toutes les élections qui ont suivi, à l'époque du parti du multipartisme, et puis Faure Gnassingbé qui est à son 3e mandat. Et donc, il y a cette envie d'une partie de la population d'alternance. De voir, pourquoi pas, quelqu'un d'autre présider aux destinées de notre pays. C'est tout à fait légitime, puisque lorsque vous allez dans un jeu électoral, dans un jeu tout court, on peut avoir un perdant, on peut avoir un gagnant. Il faut accepter les règles de jeu, et puis donc les soutiens d'un camp s'attendent un jour aussi à gagner. Il ne faut pas que ce soit toujours le même camp qui gagne. Mais ce que je voulais ajouter à ça, c'est que à la fin, c'est le peuple qui doit décider. Et l'alternance, je dirais, ça ne se décrète pas. Il faut que ceux qui veulent incarner l'alternance, ceux qui veulent la France, travaillent davantage. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup lu dans les commentaires sur ce qui s'est passé en Gambie, ce qui s'est passé au Ghana. On prend que l'aspect qui arrange. Parce que en Gambie, par exemple, il y a eu l'union de l'opposition, où le président élu, un inconnu, qui il y a encore une dizaine d'années était vigile à Londres, et qui, ça c'est vraiment important à souligner, s'est engagé à incarner le candidat unique et à ne pas se
représenter. Donc il s'était engagé, oui, à assurer une certaine transition. Ce qu'on n'a jamais vu, par exemple, ici. Donc quand on tire des leçons, il faut que ce soit vraiment des leçons vues de façon assez large qui comportent toutes les dimensions. Mais sinon, l'aspiration à l'alternance, je crois que c'est tout à fait légitime. Et l'alternance permet j'allais dire, pour prendre une image de voiture, peut-être de faire de la vidange, de faire en sorte qu'une nouvelle équipe aussi vienne s'y essayer et qu'on en juge. Mais encore une fois, le dernier mot doit pouvoir arriver, doit pouvoir être laissé au peuple. On a connu, c'est vrai que c'est dans un autre système, c'est pas sur le continent. En Allemagne, par exemple, Helmut Kohl, qui est resté une dizaine d'années comme chancelier, et Angela Merkel, qui remplit un quatrième mandat, etc. Donc ce n'est pas fondamentalement cela le problème. Le problème qui se pose, c'est d'abord la question de la transparence des élections, des élections libres, transparentes et équitables, et puis aussi de la bonne foi des acteurs. Lorsqu'on perd une élection, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on a perdu, même si on aspire à l'alternance, qui est essentielle et à laquelle de toute façon, c'est consubstantiel à la démocratie. L'alternance, tôt ou tard, doit pouvoir se réaliser dans notre pays. Mais il faut se battre pour ça. On ne peut pas rester dans son fauteuil et attendre tous les 5 ans crier alternance pour que cela se réalise. Il faut se battre pour ça. Le Ghanéen s'est battu. Son tour est arrivé au bout de sa 3e tentative. Les Gambiens se sont organisés autrement, même si la victoire leur est volée. Et donc, il faut se battre, il faut continuer à se battre pour que cette alternance-là, souhaitée par des compatriotes, se réalise. On va dire un mot sur la France aussi avant de finir. En France, vous avez suivi François Fillon qui a gagné les primaires de la droite et du centre. Au même moment, l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui se lance dans la course à l'investiture de la gauche pendant que le président lui-même dit qu'il ne sera plus candidat à un second mandat. C'est une mutation, un changement dans la société, dans la vie politique française? Je ne sais pas si c'est une mutation parce que quand on voit le profil des acteurs qu'on cite, ils sont quand même là depuis longtemps. Fillon, il est là depuis une trentaine d'années. Valls, une vingtaine. Hollande, trentaine, etc. Tous les acteurs, Alain Juppé, etc. Ils sont là depuis très longtemps. Donc je ne sais pas s'ils incarnent le renouveau. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un contexte particulier qui est la montée du populisme et de l'extrême droite, pas seulement en Europe, pas seulement en France, je veux dire, mais dans beaucoup de pays occidentaux. Et donc, ça aussi, ça contribue à peut-être redistribuer les cartes. Mais ce qui est aussi très important à souligner dans la politique française, c'est l'instauration des primaires, qui a beaucoup changé la façon d'aborder l'élection présidentielle en France. On a toujours dit en France que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle en 62 a changé le mode de scrutin pour que ce soit un scrutin, que le président soit élu au suffrage universel direct, alors que avant c'était universel indirect. Et donc, depuis ça a été comme ça jusqu'à il y a 5 ans, lorsque les socialistes ont organisé leur primaire, et cette année, la droite aussi a fait pareil. Et donc ça change complètement le système, puisque si vous voulez vous présenter aujourd'hui, en dehors des primaires, vous êtes vu comme quasiment celui qui va faire perdre son camp, celui qui est un traître, etc. Et donc ce n'est plus véritablement la rencontre d'un homme avec un peuple, puisque cet homme finalement est désigné par le système de primaire, alors qu'on pouvait, parce qu'on a eu peut-être l'inspiration de l'Esprit Saint, décider de se présenter. Donc je crois que le système de primaire change complètement le visage de la politique française,
Et c'est ce système qui a empêché au final François Hollande, parce que je suis convaincu pour ma part, que s'il n'y avait pas les primaires, il se serait présenté directement à l'élection. Et si son erreur, selon moi, c'est d'avoir accepté de se soumettre aux primaires. Parce qu'un président sortant ne peut pas se retrouver dans un pugilat avec ses ministres en exercice ou des ministres qui ne sont plus en exercice, alors qu'il est en train d'exercer la fonction de l'État, se retrouver dans cet exercice-là où il va être critiqué, laminé, vilipendé, et puis le lendemain se retrouver encore à la tête de l'État français. Donc c'était très difficile pour lui de s'en sortir, d'autant plus que les sondages, les pronostics l'annonçaient perdant lors de ses primaires. Donc ça aurait été une vraie humiliation. Il a préféré jeter les éponges. Donc pour conclure, oui, les primaires changent véritablement la donne par rapport à l'élection présidentielle. Mais Manuel Valls, qui est aussi comptable du bilan de Hollande, s'il a des chances? Pour être franc, je crois que pour les primaires, et les sondages le disent, il est plutôt très haut, parce qu'en face de lui, les Arnaud Montebourg n'incarnent pas véritablement, à mon avis, le visage de présidentiel. Les Benoît Hamon, les Gérard Filoche, etc. n'incarnent pas encore ce visage-là. Donc, moi, je le vois gagner haut la main les primaires, même si depuis le début de l'année, on a toujours des surprises avec le Brexit, Trump, etc. Mais, a priori, je crois qu'il va passer haut la main. Maintenant, gagner l'élection, je ne me pronostiquerai pas là-dessus. Parce que ça va se jouer plus entre Fillon et Marine Le Pen? Bon, je pense que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue elle passerait certainement pour l'élection de 2017, en tout cas. Oui, au deuxième tour, passer au deuxième tour, mais être élu, ça m'étonnerait beaucoup. Bon, je vois plus Fillon, mais encore une fois, on a eu tellement de surprises cette année qu'il faut être très prudent. Les primaires de la gauche peuvent peut-être créer une dynamique pour Valls. S'il y a plusieurs millions de personnes qui se déplacent pour aller participer aux primaires, et s'il gagne vraiment largement par rapport, ça peut créer une dynamique pouvant le porter jusqu'au deuxième tour et un peu titiller Fillon qui est annoncé comme le grand gagnant de 2017. Mais tout ça, c'est des scénarios à confirmer. Par les Français eux-mêmes. Jean-Paul Lagbo, il était président du Conseil national des patrons de presse. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait un plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même un membre du bureau du CONAP. Je suis le vice-président chargé des télévisions. C'est la fin de cette première partie. Je vous retrouve tout de suite après. Derrière Jean-Paul Lagbo, il était comme annoncé, je vais m'intéresser à présent au sujet des alternatives à la peine d'emprisonnement au Togo. J'évoque le sujet avec deux invités. D'abord, Dieudonné Kossi, il est le directeur exécutif de CEJUS. CEJUS, c'est la clinique d'expertise juridique et sociale. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et le professeur Akoda Ayewadan, chef département droit privé à la faculté de droit de l'université de Lomé. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci à vous aussi d'accepter l'invitation. Alors donc, je l'ai dit, nous parlerons du sujet des alternatives à la peine d'emprisonnement. Est-ce qu'il faut envoyer n'importe qui en prison et pour n'importe quel délit? Mais d'abord, on va regarder ce reportage de Bidena Malou sur une rencontre organisée sur le même sujet. L'Assemblée nationale a adopté tout récemment un nouveau code pénal contenant des tests relatifs aux peines alternatives à l'emprisonnement au Togo. En attendant sa mise en vigueur effective, la clinique d'expertise juridique et sociale CEJUS, à travers cette journée de réflexion, veut mettre la puce à l'oreille aux différents acteurs du domaine pénal et de la société civile sur l'application efficace de ces mesures dans les prochains jours. La CEJUS a jugé d'organiser cette journée de réflexion pour commencer par envisager des alternatives à l'emprisonnement au Togo. Parce que vous savez que le nouveau code pénal togolais a prévu un certain nombre de peines alternatives à l'emprisonnement. Donc, il fallait quand même ouvrir la voie
que la société civile a pu, de sorte à ce que très prochainement, ces mesures-là puissent être utilisées et appliquées par les juges devant les tribunaux. Tout en saluant cette initiative du CEJUS, le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion émet le vœu que cette journée accouche des recommandations qui vont permettre de contribuer à l'amélioration des conditions d'emprisonnement au Togo. L'affaire des prisons n'est pas seulement une affaire qui concerne l'État. Et toutes les couches sociales doivent s'intéresser parce que c'est un milieu vulnérable et on ne sait jamais quand on pourra aller. Donc de là où nous sommes, nous pouvons prendre des dispositions, nous pouvons réfléchir afin que ce milieu soit agréable si par extraordinaire nous arrivons un jour. C'est pourquoi nous saluons la rencontre de ce matin. Et nous avons l'espoir que de nouvelles recommandations vont sortir de cette rencontre-là afin que les alternatives à l'emprisonnement puissent voir le jour dans notre pays. Les recommandations prises au terme de cette journée seront donc soumises aux autorités compétentes pour leur mise en application. Voilà pour cette rencontre sur le sujet. Alors, professeur, c'est à vous que je pose ma première question, avant d'évoquer même plus généralement le sujet des alternatives à la peine d'emprisonnement. Parce que si on en parle, c'est parce qu'il y a un existant aujourd'hui, il y a une situation aujourd'hui dans nos prisons, dont certainement vous êtes au fait. C'est quoi? Quel est l'état général de nos prisons aujourd'hui? Alors, la situation de nos prisons est malheureusement une situation qui est générale. Elle n'est pas propre aux prisons togolaises. C'est une situation que connaissent même les prisons occidentales. Mais chez nous, la situation est peut-être un peu plus paraît un peu plus grave parce que nos moyens sont limités. Et pour abréger, on dira tout simplement que nos prisons sont surpeuplées. La capacité d'accueil de nos prisons ne permet pas d'absorber tous les délinquants que l'on amène en prison. Et cette surpopulation crée d'autres problèmes. À partir de ce constat-là, le débat autour des peines alternatives trouve son intérêt. Parce qu'on se rend compte très rapidement que tout le monde n'a pas vocation à aller en prison finalement. Et une mesure alternative à la peine d'emprisonnement permettrait, et là on avance déjà dans le vif du sujet, de réduire le nombre d'individus dans nos prisons. Alors, même question, Dieudonné Kossi. La situation dans nos prisons, c'est généralement la surpopulation carcérale, c'est bien ça? Oui, effectivement, il y a un problème généralisé de surpopulation carcérale. Mais avant ça, il faut quand même féliciter les autorités pour les efforts consentis. Mais ces efforts cachent mal. Est-ce qu'il y a véritablement des efforts? Parce que ça, c'est peut-être un discours. Oui, il y a des efforts. Il y a des efforts. Parce que ces dernières années, on a constaté quand même qu'il y a des efforts qui ont été consentis. Et que ce soit... Vous avez parlé de la prison de Palimé? La prison de Palimé, vous savez que c'est une prison hyper moderne et qui va avoir... C'est une prison, oui, quelle que soit la modernité, c'est une prison. C'est une prison moderne. Mais dans l'ensemble, vous pourriez constater avec moi que les conditions carcérales au Togo ne respectent pas les exigences internationales en la matière, notamment celles relatives aux normes concernant les droits de l'homme. Et pour exemple, en février 2016, le ministère de l'administration pénitentiaire a publié certains chiffres sur les prisons togolaises. Et vous vous rendrez compte que selon ces chiffres-là, il y a aujourd'hui dans nos prisons plus de 4523 personnes détenues dans les prisons togolaises, contre une capacité initiale de 2720 environ. Et donc, vous voyez quand même que nos prisons sont hyper surpeuplées. Et donc, il faut penser des alternatives. Et puis, ce qui est encore un peu déplorable, c'est que les conditions minimales de respect ne sont pas respectées. C'est-à-dire que la plupart du temps, les prisonniers vivent dans des situations d'hygiène déplorables. Et lorsqu'ils tombent malades, ils sont mal soignés. Malheur à vous si vous tombez malade la nuit aussi. Si vous tombez malade la nuit, c'est très grave. C'est très grave pour vous. Et puis, selon les mêmes chiffres publiés par le ministère, l'administration pénitentiaire, il semble que entre 2012 et 2015,
plus de 157 personnes sont décédées en prison. Oui. Vous savez, quand vous entrez en prison et les deux pieds fermes, en bonne santé, et que vous devriez peut-être après ressortir les pieds devant, ça pose un problème. Et je pense que cela doit nous laisser réfléchir énormément, surtout que cette redoutable expérience de l'emprisonnement nous guette tous. Personne n'est à l'abri. Alors, professeur, si la situation elle est quand même comme ça, c'est parce que bien avant cela, il y a des causes. Hein, il y a un peu comme si l'emprisonnement est devenu une règle. Alors, l'emprisonnement comme règle, c'est peut-être un fait, mais l'emprisonnement n'a jamais été la règle. Le code pénal togolais, depuis 1980, prévoyait des possibilités autres que l'emprisonnement. Alors, si on s'est retrouvé dans une situation où l'emprisonnement est devenu la règle, quasiment, c'est tout simplement que ces mesures n'ont jamais été mises en application. On n'a jamais favorisé les mesures alternatives à l'emprisonnement. Donc l'emprisonnement, ce n'est pas la règle. Il y a d'autres possibilités. Et ces possibilités existaient déjà en 1980. En 2015, le législateur les a étoffées, a multiplié les nombres de mesures alternatives à l'emprisonnement. Donc pour moi, en tout cas, l'emprisonnement n'est pas la règle. Il me semble que nos juges sont plus ou moins contraints d'emprisonner. Oui, même déjà, hein, quand vous allez au niveau des prisons, vous voyez des personnes qui n'ont rien à y faire là-bas. Quelqu'un pour un petit délit, on l'a amené au commissariat et puis il prend rapidement, il défère à la prison. Il y a un problème structurel ou conjoncturel au fond. Je pense qu'il faut plutôt le prendre sur le plan structurel. Parce qu'au fond, pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures alternatives à l'emprisonnement, il y a des structures à créer. Et ces structures n'existent pas encore. Donc pour nous, aujourd'hui, notre justice doit être restructurée pour favoriser la mise en place de ces mesures alternatives à l'emprisonnement. Alors, je suis d'accord avec vous, pas tout le monde doit aller en prison. On est d'accord, l'auteur d'un petit larcin n'a rien à faire en prison où il côtoiera un bandit de grand chemin. Oui, permettez-moi d'ajouter aussi que aujourd'hui, l'emprisonnement semble un peu banalisé dans notre pays. Parce que moi j'aurais appris, je ne sais pas si vous me le confirmerez, vous qui côtoyez ces acteurs-là, que à chaque fois, par exemple, qu'au niveau d'un commissariat ou au niveau de la gendarmerie, quand ils défèrent un individu, ils ont 12 500 francs. C'est un ex-détenu qui me l'a dit. Donc ça facilite l'emprisonnement. Si je dois envoyer quelqu'un en prison et on me fait une enveloppe de 12 500, donc du coup, dès qu'on envoie quelqu'un au commissariat, je l'envoie en prison. Non, pas des éléments pour prouver cet état de choses. Et je pense que je doute aussi un peu. Je doute aussi un peu du fait que ce soit la vérité. Moi, je pense plutôt qu'il y a une certaine banalisation de l'emprisonnement dans notre pays. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est aussi un problème de mentalité. D'abord, il faut concevoir le fait que notre système pénal a consacré l'emprisonnement comme un mode de punition naturelle qui va de soi. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et puis, cela s'est ancré par la suite dans la mentalité populaire. Et donc, la plupart du temps, vous surprenez aisément les gens dans le quartier lors de petites disputes où tu as un problème rapide avec quelqu'un et il le menace. Je vais t'enfermer. Ça veut dire que ça, c'est facile. C'est banal, ça. On peut emprisonner tout le monde comme on veut. Il suffit d'avoir peut-être un oncle officier quelque part ou un cousin quelque part pour enfermer. Mais je pense que ça, on doit faire très attention. Alors, professeur, quelles sont les alternatives dans les tests qui sont prévus à la peine d'emprisonnement? Les alternatives sont nombreuses désormais. Et elles peuvent être pré-sententielles, c'est-à-dire avant même le prononcé de la sentence. Elles peuvent être prononcées au cours de la procédure et même pendant le jugement. Alors, pré-sententielle, on peut penser à la composition pénale, c'est-à-dire que le procureur propose une solution alternative à la prison avant même qu'on aille plus loin. On peut penser aux peines amendes, par exemple, les amendes jour, qui étaient déjà prévues d'ailleurs. On peut penser aux travaux d'intérêt général, c'est-à-dire que l'auteur de l'acte répréhensible est reversé dans la société où il effectue un travail au bénéfice de la société, un travail qui peut être rémunéré ou pas.
ce qui lui permet de se resocialiser, cela n'empêche pas qu'il subit une peine. Parce qu'au fond, c'est cela aussi qu'il faut intérioriser. Quelqu'un qui purge une peine au sein de la société, purge quand même une peine. Autrement dit, la peine n'a pas vocation à être purgée simplement dans une prison. Les autres alternatives peuvent être économiques, par exemple. On peut interdire à l'auteur d'une mauvaise conduite, par exemple, on peut lui suspendre son permis, par exemple. Donc il y a d'autres possibilités, la libération conditionnelle. Donc, il y a véritablement une palette large de peines alternatives à la prison. Maintenant, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. Ce qui va poser une évolution des mentalités. C'est très important parce que lorsque vous subissez une infraction, ce que vous attendez, c'est que la personne soit sanctionnée. Alors, quelqu'un qui vous agresse, par exemple, et le lendemain, vous le rencontrez en chemin, cela vous fait un choc. Vous vous demandez simplement pourquoi la société ne vous a pas rendu justice. Donc, il faut pouvoir intérioriser le fait de rendre la justice autrement. Donc, pour moi, il y a un travail à faire. Est-ce qu'au fond, ce travail, cette alternative, c'est laissé à l'appréciation du juge? C'est le juge qui choisit. Parce qu'au fond, la mesure alternative à la peine est une peine. Et c'est une peine que le juge peut infliger selon son intime conviction, selon son appréciation de l'infraction et de comment on peut réparer la situation. Donc, c'est le juge qui prononce la peine. Il faut savoir que sur les travaux d'intérêt général, la personne mise en cause peut refuser, par exemple, et demander à aller en prison. Tout simplement. Est-ce que l'assignation, par exemple, l'assignation à résidence est une alternative? L'assignation à résidence peut être considérée comme une alternative, parce qu'au moins ça permet à la personne de rester chez elle. Si elle a des enfants, cela a un intérêt, elle peut continuer à les éduquer dans une certaine mesure. C'est prévu, c'est dans notre arsenal? Alors, chez nous, l'assignation à résidence n'est pas prévue parmi les peines alternatives, mais dans la philosophie des mesures alternatives, on peut la retenir. Il y a d'autres mesures qui vont être intégrées, on en a entendu parler récemment, c'est le bracelet électronique qui a cours ailleurs, mais vous comprenez très bien la charge technologique que cela impose et voilà le financement qui devrait accompagner ce type de mesures. Donc pour nous, la réforme doit être faite en profondeur, sinon on ne pourra jamais mettre en œuvre les mesures alternatives. Les juges sont parfois liés. Ils ne peuvent pas prononcer les mesures alternatives parce que ça n'existe pas. Ça existe, mais il n'y a pas les mesures pour accompagner. Donc, conséquence, il ne peut pas laisser les individus en liberté, il les envoie en prison. Alors voilà le problème qui se pose aujourd'hui. C'est vrai qu'on veut tendre vers le désengorgement des prisons à travers les peines les mesures alternatives, mais il n'y a pas toutes les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, effectivement, toutes les conditions ne sont pas encore réunies dans notre pays. Et c'est tout l'intérêt du travail que nous avons commencé avec cette journée de réflexion sur les alternatives à l'emprisonnement. Et donc, progressivement, il va falloir mettre et créer les conditions. Parce que, vous savez, il y a certaines peines qui demandent juste que le cadre législatif soit consacré. Donc, tant que le cadre législatif est consacré, il y a certaines peines qui peuvent passer aisément. Par exemple, le contrôle judiciaire, par exemple. Avant le jugement de la personne, on peut le laisser en liberté provisoire. Mais contrôler quotidiennement ces mouvements. Doit se pointer à une fréquence donnée, en poste de police ou de commissariat. Où on lui retire par exemple ses pièces d'identité, son passeport. Où, on ne peut pas voyager. On ne peut pas voyager et tout. Mais là, il faut créer les conditions. De sorte à ce que lorsque on retire par exemple une pièce d'identité à quelqu'un ou un passeport à quelqu'un, que bien après, lorsque peut-être les charges ne sont pas confirmées contre lui, qu'on puisse aisément lui retourner ses pièces. C'est-à-dire qu'on puisse créer les conditions de sorte à ce que l'administration soit bien organisée. Bien organisée de sorte à classer les choses, à créer le cadre structurel. Et donc il faut construire un certain nombre de maisons de justice et de droit. Mais le professeur a évoqué un sujet qui est aussi intéressant, c'est la société elle-même, le regard que la société aura sur cela. Quand moi, par exemple, je me fais agresser par quelqu'un, je n'ai pas envie demain de le voir en train de balayer la rue, même si on me dit que c'est un travail, les travaux d'intérêt qu'il est en train de faire, j'ai pas envie de voir ça. C'est pourquoi il est très important de commencer par faire un travail profond
de sensibilisation, comme le professeur l'indiquait tout de suite, des populations. D'abord, il faut faire comprendre aux populations qu'il y a des mesures qui sont des mesures légales, des mesures prévues par notre législation. La liberté provisoire, par exemple, est prévue. Donc, lorsque vous êtes victime d'une infraction et que l'auteur de l'infraction est peut-être en liberté provisoire, ne considérez pas que la justice n'est pas faite. Parce que c'est ce qui entraîne parfois aussi les gens à vouloir se faire justice d'eux-mêmes. Donc je pense qu'il est très important de faire un travail profond de sensibilisation. Et c'est ce qui est intéressant au niveau des mesures alternatives et à la peine d'emprisonnement. C'est que tous les compartiments de la société doivent être concernés. La population doit être sensibilisée à la base, de sorte à comprendre que les mesures alternatives à l'emprisonnement nous avantagent tous. Ce n'est pas un avantage seulement pour le professeur Ayo Adam ou pour moi, mais c'est un avantage pour toute la population. Parce que nous avons tous avantage à ce que nos frères et nos sœurs soient bien traités, à ce que dans notre pays, l'état de droit soit consolidé. Et donc, il s'agit de cela. Mais professeur, ce travail, qui le fait? Alors moi, j'ai tendance à penser que nous le faisons tous en réalité. Nous le faisons tous, même si rapidement on pense que c'est le travail de l'État. Évidemment, une part revient à l'État. Mais une fois que l'État a fait son travail, les autres couches aussi doivent se saisir de la problématique et essayer de s'en approprier dans une certaine mesure. Alors, et faire comprendre aux uns aux autres que les peines alternatives sont également des peines peut partir sur 2 points. Il y a d'abord une approche économique. Lorsque vous envoyez quelqu'un en prison, vous dépensez énormément d'argent sur cette personne-là. D'abord, il faut le nourrir, il faut la nourrir, cette personne en prison, il faut lui faire des soins, il faut faire en sorte que son bien-être soit préservé. Donc dans une prison digne de ce nom, on dépense beaucoup d'argent sur la personne. Lorsqu'on envoie une personne en prison, les risques de récidive sont élevés. C'est démontré statistiquement. Alors, et il est démontré statistiquement également que quelqu'un qui purge une peine alternative à la prison a moins de récidives que quelqu'un qui est en prison. Alors, le choix est clair tout de suite. Donc, il y a un travail de fond à faire pour faire comprendre que une mesure alternative à la prison est une peine. Et si c'est une peine, il faut souffrir de voir la personne condamnée à exécuter cette peine. Moi, je crois que parfois c'est du bon sens. Quelqu'un qui est auteur d'un larcin, un vol à l'étalage, et qui se retrouve en prison, il est démontré que la prison est particulièrement criminogène, qui va se retrouver en cellule avec un bandit de grand chemin, qui lui enseignera ses techniques les plus fines. Dès qu'il sort, il pense à reproduire les mêmes choses. Alors que, s'il reste en société et qu'il y a cet opprobre social qui pèse sur lui, on le voit entretenir les rues tout le temps, tout le monde sait qu'il a été condamné pour cela, peut-être, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, peut-être qu'il se remettra plus facilement, il se resocialisera plus facilement et deviendra utile à la société. Alors, mais aujourd'hui, c'est cette alternative, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pour résoudre dans nos prisons le problème de surpopulation. Mais une des choses qui cause aussi la surpopulation carcérale, c'est les récidives. J'étais à une couverture médiatique où on a présenté des braqueurs et le commissaire de police me confiait que c'est la 3e fois que la personne se fait arrêter pour ces mêmes faits. Ça veut dire qu'il y a un travail endogène qu'il faut faire. Oui, il y a un travail de fond qui doit être fait. Mais ce travail est un travail qui c'est-à-dire pour éviter la récidive elle-même. Oui. En fait, mais même derrière la prison, il ne faut pas que la personne aille, comme l'a dit le professeur, commettre, par exemple, quelqu'un qui a fait un petit vol à l'étalage avec quelqu'un qui a décapité ou qui est un bandit de grand chemin, qu'on les mette ensemble et que quand cette personne ressort 3 mois après, on le retrouve sur les routes en train de braquer. Oui, mais aujourd'hui, et avec l'état de nos prisons, il est très difficile de pouvoir respecter cela. C'est-à-dire identifier les délinquants primaires et des délinquants rodés entre griffes et essayer de les séparer. Ça va être compliqué. Parce que d'abord, dans les cellules au Togo, il y a 20 à 40 personnes. Ça vous êtes clément, ça. Il y a des cellules de 60 à 80 personnes. Ah oui. Donc, je pense qu'il va falloir faire un travail de fond. Et ce travail de fond la demande à ce que
et aussi bien l'État que la société puissent envisager un peu tout le poids et que cela représente pour une société d'envoyer quelqu'un en prison et que cette personne en ressorte beaucoup plus pervertie. C'est-à-dire, lorsque vous avez un membre de votre famille qui peut-être a commis un larcin, comme le professeur le disait tout à l'heure, il a volé un petit portable quelque part, on l'envoie en prison et quelqu'un d'autre prend le temps de l'entraîner là-bas et lui montrer tous les avantages. Et, bon, il y a des gens qui disent par exemple que moi je suis en prison, je mange bien. Mais quand je suis dehors, je mange mal. Vous voyez? Et puis il y a des gens qui font du business en prison. Ils font du business en prison. Donc, ils démontrent un peu tous ces avantages-là aux délinquants primaires. Et après, ils lui disent, mais tu as tu as vraiment avantage à revenir ici. Donc, je pense qu'il y a un travail profond de sensibilisation, de changement et des mentalités à faire. Et puis, il faut que, de plus en plus, notre système pénal et puis tous les acteurs comprennent que nous gagnons tous à ne pas envoyer tout le monde en prison. Lorsque quelqu'un arrive, les charges ne sont même pas encore confirmées contre lui et que vous l'envoyez en prison, c'est très grave. C'est très grave parce qu'après, même si les charges venaient à ne pas être confirmées contre lui et qu'il est libéré, il aura appris énormément de son expérience en prison. Et donc, une fois en société, il le déverse. Il le déverse. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Et l'État, et aussi bien que les acteurs de la société civile, les partenaires au développement doivent comprendre qu'il est temps de pouvoir commencer par penser autrement et penser dès à présent des mesures alternatives à l'emprisonnement. Si le code pénal l'a prévu, ça veut dire en fait que l'État pense quand même créer les conditions. Parce que, vous savez, lorsque dans un État, on prévoit un certain nombre de dispositions dans un code aussi important que le code pénal, ça veut dire qu'après, il y a un travail qui doit être fait derrière. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire ensemble avec l'État. Alors, professeur, il y a sur Facebook Elom Konouche qui vous pose une question. Il dit, professeur Ayiwada, on constate au Togo une justice à deux vitesses vraiment trop flagrante où avoir des moyens prime sur le droit. Alors, ceux qui sont tenus de rendre justice sont plus corrompus et malhonnêtes que les présumés coupables. Ne voyez-vous déjà pas que c'est un échec de notre système judiciaire? Alors, là on parle de corruption et je ne peux pas parler de choses que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que je suis juriste, donc si on parle de corruption, il faut que les faits soient avérés. Bon, nous allons parler par hypothèse. Si nous considérons que les magistrats sont corrompus, évidemment il y a un problème de fond. Parce que la vocation du magistrat n'est pas la corruption. Il faut penser le magistrat comme quelqu'un que notre société, c'est-à-dire nous tous, nous avons choisi à un moment donné pour être impartial et permettre à notre société de vivre dans la cohésion. Parce qu'en réalité, le magistrat, il intervient quand le tissu social est distendu, quand il va y avoir déchirement, ou parfois même le déchirement a lieu. Donc il n'a pas vocation à être corrompu. Maintenant, s'il est corrompu, c'est tout le système qui est en danger. Parce que, imaginez bien que lorsque le citoyen ne fait pas confiance en la justice, le risque est plus grave, parce qu'il cherchera à se faire justice lui-même. Et on l'observe. Aujourd'hui, c'est courant de voir les voleurs de moto lynchés. Il y a un exemple très très récent à Goué, où des braqueurs se sont fait lyncher par la population. Ce n'est pas la justice. Ce n'est vraiment pas la justice. La justice, c'est de faire confiance à la société ou à l'État dans lequel nous vivons, pour que cet État-là rende justice. Mais je suis d'accord avec l'intervenant. Si la justice est corrompue, le système est en danger, est gravement en danger. Alors, il continue, il dit que faut-il faire alors pour véritablement relancer la machine judiciaire et la débarrasser de tous ces épines? Alors moi, je pense qu'il y a un travail de fond. Je ne peux pas parler en spécialiste, mais je parlerai plutôt en observateur. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Il y a eu plusieurs programmes de modernisation de la justice actuellement. Et je pense que ce travail se poursuit pour essayer de faire de notre justice une justice plus près de la population, une justice qui soit efficace aussi. On parle de corruption, il faut parler aussi des délais, parce que c'est un vrai problème, des délais pour rendre la justice. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait,
et tout le monde doit y participer. C'est-à-dire les citoyens doivent dénoncer les travers et les pouvoirs publics doivent se saisir de ces dénonciations pour régler les problèmes qui sont constatés. On ne peut pas se cacher derrière son doigt face à des problèmes aussi graves. Si la corruption est avérée, il faut extraire le concerné du système judiciaire. Sinon, je le répète, c'est tout le système qui va exploser à un moment ou à un autre. Alors, moi, je peux comprendre aussi sa question et la reposer sur un autre sens. Il se peut, par exemple, que si véritablement on doit tendre vers la mise en place des mesures alternatives à la peine d'emprisonnement, que ça devienne plutôt un business pour les acteurs de justice. Je ne t'envoie pas en prison contre si. Oui, c'est possible. C'est possible. Et parce que cette crainte, elle est un peu justifiée. Parce que lorsque on parle des mesures alternatives à l'emprisonnement, d'aucuns peuvent penser que c'est un peu une prime qu'on accorde au crime dans notre société ou à la délinquance dans notre société. Mais à y analyser un peu de près, on comprendrait en fait que c'est pas cela. Le s'en faut. Si le système, tout le système concerné est sensibilisé, si un travail de fond est fait, parce que vous savez que depuis un moment, les magistrats sont surveillés à la loupe, et le contrôle citoyen de l'action publique doit aussi permettre à ce que, lorsque un citoyen assiste à une scène de corruption, de magistrats... Généralement, il est rare que les gens y assistent. Hein. Oui, mais cela peut arriver. Et il y a plusieurs manières de pouvoir mettre la main sur un magistrat qui s'adonne à ce vilain plaisir de la corruption. Et lorsque cela est avéré, je pense que depuis un moment, le Conseil supérieur de la magistrature prend des sanctions. Et des sanctions parfois... Il y a eu une très récente. Oui, parfois très 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 dures. Donc je pense que cela va décourager sensiblement les magistrats, mais pas seulement les magistrats, d'autres acteurs du secteur qui voudront peut-être profiter de l'effectivité des mesures alternatives à l'emprisonnement pour se remplir les poches. Je pense que les mesures alternatives à l'emprisonnement doivent permettre de remplir les poches à l'État. Il faut remplir les poches à l'État. Moi, je dois rebondir là-dessus. Je pense que la crainte peut être atténuée parce que systématiquement, sur les peines alternatives, il y a d'abord une peine principale. Donc, il y a une peine principale qui est prévue pour le délit ou pour la contravention. Maintenant, il y a une peine alternative à cette peine principale. Donc, si le juge choisit d'appliquer, au lieu de la peine principale, la peine alternative, il doit justifier son choix. Et le système judiciaire est fait de telle sorte que si la peine alternative ne vous satisfait pas, vous avez d'autres mesures, vous avez d'autres techniques pour contester. Vous voyez? Donc, si tout fonctionne normalement, je pense qu'on peut éluder la crainte d'un commerce pour les juges. Et un juge impartial, on peut présumer qu'il ne se laisserait pas tenter par ce type de comportement. Alors justement, qui peut être considéré comme candidat à une peine alternative? C'est pas le bandit de grand chemin? Non. Les criminels sont exclus, clairement. Alors, celui qui commet une contravention est éligible à une peine alternative. Celui qui commet un petit délit est éligible à une peine alternative. Mais un criminel, celui qui commet un crime, il ne peut pas bénéficier d'une peine alternative. Donc vous voyez qu'on fait en sorte que des personnes qui intuitivement n'ont rien à faire en prison puissent bénéficier de ce type de peine. Et puis on peut ajouter une catégorisation en fonction des personnes en question. C'est-à-dire, quand vous prenez la situation des femmes, par exemple, je pense que, même avant le déclenchement de la poursuite, on peut reconsidérer les choses, de sorte à ce qu'une femme n'aille pas en prison. Parce que la prison pour une femme qui est censée éduquer, parce que la femme... Vous êtes en train de vouloir ouvrir un grand débat. Non, mais ça, c'est... Vous savez, vous avez des femmes en prison, quand vous écoutez les faits qui les ont amenés là-bas, c'est plus horrible que ce que les hommes ont fait. Oui, mais c'est vrai. Mais les tests au niveau des Nations Unies, vous savez, la conférence de Tokyo qui s'est penchée véritablement sur la situation des alternatives à l'emprisonnement, a quand même considéré que pour une certaine catégorie de personnes, il faut
systématiquement envisager des peines alternatives à l'emprisonnement. Les femmes, je parlais des femmes, mais il y a aussi les mineurs. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une configuration où les mineurs se retrouvent parfois dans les mêmes lieux de détention que les majeurs, que les délinquants rodés. Mais vous savez, toute notre société est en danger quand c'est comme ça. Parce que ces mineurs-là vont grandir. Et quand ils grandiront, ils vont être libérés. Tôt ou tard, ils sont libérés et déversés dans la société. Ils constituent des dangers publics. Donc, dès le premier acte, peut-être dès la première infraction, il faut chercher à soustraire le mineur du champ de la délinquance ou de la perversion et criminelle. Et puis aussi, il faut quand même, si on prend par exemple le cas du mineur qui a fait quelque chose de répréhensible, il faut quand même lui infliger une correction pour qu'il sache qu'il a fait quelque chose de répréhensible. Mais là, on ne va pas, par exemple dans nos sociétés où le travail des mineurs est interdit, on ne va pas l'envoyer faire un travail d'intérêt général. Non, non, non. Pour les mineurs, par exemple, il y a le placement dans une famille d'accueil, où le mineur... Mais quelle famille, par exemple, dans nos sociétés, serait prêt à accepter un mineur qui a commis un fait répréhensible? Non, le juge reconsidère un peu les choses. Soit il y a ce que vous appelez les villages d'enfants. Il y a des villages d'enfants qui peuvent accueillir de ces genres d'enfants-là et les éduquer autrement. Parce que n'oublions pas, l'objectif de la prison, c'est de pouvoir rééduquer le citoyen qui a une dette envers la société. Et on voudrait quand même qu'une fois sorti, qu'il puisse reconnaître quand même que ce que j'ai fait n'est pas bon. Et je dois changer. Du coup, quand l'objectif est raté, surtout en ce qui concerne les mineurs, c'est grave. Et puis il y a les malades mentaux. Vous savez, quand une personne est mentalement déséquilibrée et qu'elle commet peut-être une infraction et que vous l'envoyez en prison. Bon, non, là, ça, je crois qu'au niveau du jugement, il y a les circonstances atténuantes. Le juge peut juger que la personne n'est pas responsable de son acte. Peut-être au lieu de l'emprisonner, parce qu'on sait aussi que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dont les facultés mentales ne sont pas totalement en place, mais qui sont en prison. Vous voyez? Et pour ces personnes-là, il faut peut-être privilégier le fait de les placer dans une maison thérapeutique pour qu'ils soient assistés de manière efficace. Et puis il y a, ça va un peu choquer les gens, les toxicomanes, ceux qui s'adonnent à la drogue. Ces personnes-là ont besoin d'assistance particulière. Et les statistiques prouvent que la plupart du temps, les prisons sont des viviers où les gens consomment la drogue sans modération. J'ai beaucoup de choses là-dessus, parce que j'ai quand même eu un certain nombre de personnes proches qui sont allées, qui disent que si vous n'en fumez pas, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Donc je pense que c'est très important de pouvoir, en ce qui concerne les toxicomanes, dès le déclenchement de la poursuite, les orienter vers des centres appropriés qui assistent des personnes en des difficultés comme ceux-là. Parce qu'ils sont aussi membres de la société. Et je pense que si un travail est fait de manière très précoce, on peut toujours les récupérer. Mais professeur, ce que nous sommes en train de dire, c'est bien, mais on se rend compte que ce n'est pas pour tout de suite dans nos sociétés. Non, il faut être lucide. Je pense qu'il faut être lucide. On a le poids de notre histoire qui fait qu'on ne peut pas basculer automatiquement vers ce type de peine. Il y a un travail de fond à faire et il faut s'y prendre tôt, justement, pour avoir le temps nécessaire et pour éduquer la population. Notre société n'est pas encore prête, à mon sens, et je peux me tromper, à accepter ce type de mesures. Il nous appartient maintenant d'éduquer, parce que pendant longtemps, on nous a sériné que la prison, c'était la solution. Maintenant, nous nous sommes rendus compte à un moment donné que la prison n'est pas la solution, ou n'est pas toute la solution. Il y a des possibilités. Nous ne sommes pas seuls à penser comme cela. Récemment, en France, le débat s'est encore posé. Les meilleurs élèves, ce sont les pays scandinaves où la peine alternative est rentrée dans les peines alternatives à la prison sont rentrées dans les mœurs. Ils ont des résultats. En France, ça avance également. Donc, nous sommes un petit pays. Il faut prendre les choses à la mesure de notre pays et commencer peut-être très tôt à d'abord éduquer notre population, à nous éduquer nous-mêmes à la peine alternative, parce que nous sommes une société et quelqu'un qui commet une infraction porte atteinte à ce vivre en commun.
cette personne n'en demeure pas moins un frère, une sœur, etc. Donc on l'extrait de la société, mais c'est pour que cette personne revienne. Donc il y a un travail comme cela, sociologique à faire pour avancer sereinement vers les mesures alternatives à l'emprisonnement. Le sujet me paraît intéressant et il me plairait de revenir là-dessus. Malheureusement, le temps qui m'est imparti aujourd'hui tire à sa fin. Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale CIJUS, et puis le professeur Akodai Ayewadan, chef département droit privé à la faculté de droit de l'université de Lomé. Merci d'être passé dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. Et moi aussi, je vous remercie pour tout ce qui avait suivi. On est sur l'actualité de ce dimanche. Je vais vous retrouver le dimanche prochain, mais nous allons continuer le débat sur Facebook, Samuel Niaoui, ou sur YouTube. Cette émission sera en ligne déjà dès lundi pour d'autres aventures. Je vous retrouve dimanche prochain.